19h45, la barrière info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 14 décembre 2022. Pose de la première pierre ce matin de la cité du personnel de l'Assemblée nationale dénommée Cité Majalissa. C'est le président de la dite institution, Seni Oumarou, qui a posé la première brique de construction de cette cité destinée uniquement au personnel de l'Assemblée nationale. Le compte rendu, c'est avec Ismaël Moumouni et Chebou Gisso. Permettre à chacun du personnel de l'Assemblée nationale de disposer de son propre toit, c'est ce qui a motivé cette institution à travers la pose de la première pierre de la cité du personnel dénommée Cité Majalissa. Le personnel de l'Assemblée nationale salue l'engagement du président de l'Assemblée nationale qui vient de concrétiser leur rêve. La cité Majalissa, il faut le rappeler, est un programme de construction de logements sociaux au profit du personnel de l'administration parlementaire. Ainsi, au terme de ce programme, plusieurs de nos camarades pourront enfin avoir un toit et finir leur carrière en toute quiétude. Ce programme constitue à cet égard une entreprise salutaire pour le personnel et surtout pour les agents aux revenus modestes. À la tête de cette auguste assemblée, vous venez de concrétiser le rêve le plus absolu aux yeux du personnel administratif et technique. Un rêve qui jadis était inaccessible. Soucieux des conditions des acteurs majeurs qui assurent le bon fonctionnement administratif de l'Assemblée nationale, le président de cette institution a formulé ses attentes. Mon souhait le plus ardent est que ce projet de construction de logements sociaux à votre profit exclusif soit conduit à bon port, afin que chacun d'entre vous soit chez lui, comme on dit, à la maison. À cet égard, j'invite les responsables en charge du suivi administratif et technique du chantier à redoubler de vigilance. Agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale, je continue encore une fois à vous exhorter à travailler, à faire de l'administration parlementaire un outil toujours plus efficace au service de l'Assemblée nationale. Redoubler d'efforts afin que notre système législatif soit au diapason des standards internationaux. Restez exclusivement au service de l'Assemblée nationale tout entière. Le personnel a décerné des témoignages de satisfaction à tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet qui est réalisé sur 20 hectares offerts par le ministère de l'Équipement. Et c'est en fonction du modèle de la maison choisi par l'agent qu'il saura combien il va payer par mois et durant combien de temps. Travaux d'atelier de validation du programme phare accès à la justice et droits humains par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. C'était le centre international de conférence Mahatma Gandhi qui a servi de cadre pour cet atelier réunissant les cadres centraux des ministères et autres institutions. Les détails, c'est avec Hamza Sakou et Nasser Sedou. Il s'agit pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers cet atelier de validation du programme phare accès à la justice et droits humains de matérialiser en commun leurs ambitions avec les cadres centraux des ministères et institutions. Au cours de cette rencontre, M. Daniel, chef du bureau de coordination du système des Nations Unies, dévoile le programme. Je suis ravi de voir la participation aujourd'hui. C'est qu'il a été d'une manière très participative, inclusive, en insistant sur la collaboration de plusieurs des agences qui réunissent au sein des Nations Unies, mais de la société civile et du partenariat avec les ONG et le gouvernement qui est aussi présent. C'est un programme phare. Et là, peut-être prendre une petite parenthèse pour vous expliquer. Le programme phare, ce sont 4 programmes particuliers des Nations Unies qui sont là pour porter l'action et s'assurer de vraiment rendre lisible l'engagement de l'ONU envers le gouvernement et la population au Niger. Donc, il y a un programme sur l'état de droit, un qui se développe présentement sur l'éducation, un troisième sur tout ce qui est genre et violence contre les femmes, le GBV, et un quatrième sur l'action climatique et le développement du monde rural. Donc, ces 4 programmes-là ensemble, dont fait partie ce programme ou cette initiative-là, sont portés plutôt par l'ensemble
des chefs d'agence, de la communauté internationale pour vraiment atteindre ce que l'on voudrait, c'est les ODD au Niger. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, ce programme cadre avec les politiques et stratégies nationales sur les questions d'accès à la justice et au respect des droits humains. Ce programme, qui est une déclinaison du programme cadre de coopération 2023-2027 signé entre la République du Niger et le Centre des Nations Unies, s'inscrit dans le cadre de la vision nationale à l'horizon 2035, celle de bâtir un pays moderne, démocratique et uni, bien gouverné et pacifique, ouvert au monde, ainsi qu'une économie émergente fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès. Le programme phare Accès à la justice et respect des droits humains pour la période 2023-2027, pour un coût prévisionnel de 50 millions de dollars américains, participe des efforts du gouvernement et de ses partenaires à relever le défi de l'accès à la justice pour tous, conformément aux engagements internationaux relatifs à l'atteinte de 16 à l'horizon 2030, entre autres, que le coordonnateur du bureau vient de rappeler. Aligné à la stratégie relative à la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité, spécifiquement au programme 8, amélioration de la gouvernance juridique et judiciaire, renforcement de la lutte contre la corruption, du plan de développement économique et social PDS 2022-2026, il contribuera sans nul doute à la consolidation des acquis et à l'amélioration des indicateurs du secteur de la justice. Les participants à cet atelier sont appelés avec la plus grande rigueur d'examiner le document du programme afin de disposer d'un document bénéficiant de l'adhésion de tous, gage du succès attendu dans sa mise en œuvre. Actualité en région dans le cadre de la découverte des interventions de projets et programmes financés par l'USAID dans le domaine de la santé en vue d'assurer le bien-être des communautés. La caravane presse santé conduite par Sahel Collaboration et Communication en collaboration avec les autorités administratives et coutumières était dans les régions de Maradi, dans la commune de Guidan-Rumji et Zender dans le département de Taketa afin de rendre visibles les réalisations. Nos envoyés spéciaux Hamza Sakou sur les images de Hassan Abdoulaye. L'utilisation des services de santé dans les régions de Zender et Maradi connaît une avancée majeure grâce à l'intervention de USAID à travers le projet Kulawa. Initiative du projet USAID Sahel Collaboration et Communication, la caravane de presse santé était en contact avec les communautés locales et les responsables des centres de santé dans les zones d'intervention de USAID, notamment dans le district sanitaire de Taketa et le centre de santé intégré de la commune de Gragumsa, où depuis 2 ans, Kulawa contribue au rehaussement de la couverture sanitaire. USAID et Kulawa, c'est un partenaire au niveau de notre district défi l'année 2020. Donc, ils ont appuyé les districts dans 3 domaines, dans 3 principaux domaines. Dans le domaine de la planification familiale, le domaine de la nutrition et bientôt le WASHFIT aussi qui va démarrer au niveau de notre district. Nous avons bénéficié pas mal de formations dans le domaine de la planification familiale. Il y a aussi la formation sur la nutrition à travers l'approche Semom Surge. Avec l'arrivée du USAID Kulawa, vraiment on a bénéficié de beaucoup de choses par rapport à la formation, dotation en équipement. Et comme vous voyez, même lors de ma présentation, par rapport à nos indicateurs, vraiment il y a aussi une autre amélioration. Par rapport à tout ça, c'est grâce à vraiment l'appui du USAID Kulawa. Je parle de la planification familiale. À 2021, de janvier à août, on était à 18%. Mais maintenant, on était à 22,57%, comme je vous ai dit. Donc l'objectif même est de 25%. Et ça nous reste aussi 4 mois. Je pense que avec toujours l'appui du Kulawa, moi je pense qu'on peut être vraiment au rendez-vous. Aussi à Maradi, dans la commune de Guidansori, département de Guidan-Rumji. Le projet USAID Kulawa nous a beaucoup aidé, surtout en rehaussant les indicateurs sur la planification familiale et la fréquentation des jeunes adolescentes au CSI. Dans ces services, on offre toutes les méthodes de planification familiale aux femmes. Grâce au counseling, nous les orientons
à choisir la méthode qui leur convient. Avant, nous n'étions pas organisés. Grâce à l'intervention du projet USAID Kulawa, nous avons bénéficié de plusieurs formations. Il nous a beaucoup aidés. Dieu merci. Nous le remercions. USAID Kulawa pour une meilleure santé et le bien-être au Niger. Inauguration hier matin d'un institut agronomique privé professeur Dove dans la commune rurale de Liboré, c'est dans la région de Tillabéri. L'initiative est celle de l'ONG Libo, une ONG qui œuvre pour le développement des stratégies de développement agricole basées sur le changement climatique. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs invités de marque. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Asma Osedou et Alidou Brema. Cette cérémonie officielle marque ainsi l'inauguration de l'Institut agronomique privé professeur Dove dans la commune rurale de Liboré, mais aussi le début de la concrétisation d'un rêve. Pour l'ONG Libo, l'ambition est de former des cadres compétents et compétitifs qui pourraient contribuer au développement économique et social du Niger en particulier et du monde entier en général, a indiqué le président de l'ONG Libo. Le développement économique rural est une priorité nationale et le développement agricole y joue un rôle essentiel. C'est conscient de cet état de fait que le consortium d'organisations non gouvernementales sous la conduite éclairée du feu professeur Dove Pasternak avait pour ambition le changement des mentalités des producteurs basé sur l'adoption d'une agriculture orientée vers le marché à travers le projet Farmer of the Future, producteur de l'avenir. Mais l'expérience et les leçons tirées après la mise en œuvre de ce projet prouvent à suffisance le manque de techniciens horticoles qualifiés pour l'accompagnement adéquat des producteurs. Cela résulte de plusieurs facteurs, dont, entre autres, la formation initiale basée sur l'agriculture de manière générale, mais aussi et surtout l'insuffisance des pratiques dans les curricula. Loin d'amuser la galerie, notre institut se veut pionnier au Niger dans la formation en horticulture en vue de maximiser les revenus des agriculteurs. L'Institut porte le nom du professeur Dove qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'agriculture. C'est pourquoi John Gregg a saisi l'occasion pour présenter à l'assistance c'est qui professeur Dove. Au cours des 20 dernières années de sa vie, Dove est tombé amoureux du Niger et plus particulièrement de ses habitants. Dove avait un rêve. Il croyait de tout cœur que l'agriculture pouvait être une source de croissance économique majeure au Niger, malgré tous ces défis environnementaux. Et, en tant que chef de file de miracle israélien, de faire fleurir le désert, Dove savait quoi il parlait. Il savait que l'agriculture pourrait devenir la voie de sortie de la pauvreté pour des millions de Nigériens. Dove était une source d'inspiration. Ce fut également l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur d'encourager et féliciter cette ONG pour ses efforts. Et les agriculteurs, la plupart, souffrent pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais parce que non seulement ils sont liés aux caprices de la pluie, mais également parce qu'ils n'ont pas de technique pour optimiser les capacités de production du sol. Ils n'ont pas de technique pour recharger le sol. Ils n'ont pas de technique pour utiliser de manière rationnelle l'eau. Je pense que ce genre de centre devrait être multiplié à travers le Niger. Et je suis heureux que l'ONG Libo ait obtenu de ses partenaires tout l'accompagnement nécessaire. Je puis assurer les responsables que le ministère de l'Enseignement supérieur s'engage à les accompagner, à les encadrer, notamment dans le domaine de la qualité. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par le ministre de l'Agriculture. Ce champ d'application montre que cet institut
accorde une part très importante à la pratique, allie la pratique et la théorie. Comme le responsable de ce champ d'application vient de le dire, l'étudiant commence d'abord par la pratique avant d'aller à la théorie et de revenir à la pratique. Vous voyez, ce mouvement du va-et-vient est très important pour permettre à l'étudiant de mieux comprendre ce qu'il fait et de mieux faire ce qu'il comprend. Après la coupure du ruban, l'assistance a eu droit à une visite guidée dans les locaux flambant neufs de l'Institut. Ainsi, du bloc administratif au dortoir des filles et garçons, en passant par la cafétéria pour finir dans le jardin, cours pratique Centre d'Ov Alfare Mazada, un site réservé pour la partie pratique de cette formation. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire, un numéro qui va traiter de la thématique le commerçant, afin de mieux cerner les contours juridiques de ce nom. C'est avec Alfred Goubagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Intéressant dans le sens où cela va certainement intéresser beaucoup de nos téléspectateurs. Il s'agit de la question du commerce ou bien du thème sur le commerçant. Le commerçant. Et pour beaucoup de nos concitoyens, quand quelqu'un commence à poser de manière isolée des actes qui entrent dans la vie commerciale, automatiquement, on qualifie cette personne de commerçante. Le thème d'aujourd'hui a pour objet de nous permettre de cerner les contours juridiques qui encadrent l'exercice de l'activité commerciale. Qu'est-ce que dit le droit à propos de la qualité de commerçant ou du statut du commerçant? Quelles sont les conditions légales qui ont été définies pour avoir la qualité de commerçant? Et est-ce qu'il y a des obligations que la loi a définies et qui incombent aux commerçants dans l'exercice de ces activités professionnelles? Donc c'est de tout ceci que nous allons parler aujourd'hui. Donc, s'agissant de la notion du commerçant en elle-même, qui est-ce qu'on peut appeler commerçant? C'est en ce sens que l'article 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général dispose que sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. Sont commerçants, au terme de cette disposition, ceux qui accomplissent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. Donc, si nous prenons en considération les énumérations ou bien cette disposition de l'article 2, on va constater qu'il y a un certain nombre de conditions pour être appelé commerçant. Analysons cette disposition. Il y a, premièrement, l'accomplissement des actes de commerce. Donc, sont commerçants les personnes qui accomplissent des actes de commerce. Vous voyez ici la première condition pour être commerçant. Il faut accomplir les actes de commerce. Et en dehors de cette condition, il y a également celle de l'accomplissement des actes de commerce à titre de profession habituelle. Le tout ne suffit pas d'accomplir des actes de commerce, mais il faut encore accomplir ces actes de manière habituelle ou de manière professionnelle. Cela veut dire quoi? Le fait d'accomplir un acte de commerce de manière isolée ne veut forcément pas dire que vous êtes commerçant.
c'est pas parce qu'aujourd'hui, M. Moussa ou M. Hassan s'est réveillé un beau matin et il a eu envie d'aller au grand marché, payer des chaussures et les revendre le lendemain, qu'il faut le qualifier de commerçant. Alors que pour bon nombre d'entre nous, dans nos quartiers, dans nos villes, dès l'instant où qu'on voit la bonne dame faire une fois, deux fois de manière isolée quelques opérations de vente, eh bien, nous crions, telle est devenue commerçante, telle maintenant c'est une grande hajia, c'est une grande commerçante. Et vous voyez, mais juridiquement parlant, pour être commerçant ou bien pour avoir la qualité de commerçant, il faut obligatoirement que l'intéressé puisse accomplir des actes de commerce. Il faudrait que ces actes de commerce soient accomplis de manière habituelle ou de manière professionnelle. Il faut que celui qui accomplit ces actes ait l'intention de tirer ses revenus ou bien les moyens de sa subsistance. Donc vous voyez, il y a une certaine permanence ou bien une certaine répétition dans l'exercice ou l'accomplissement des actes de commerce. Je peux, à titre d'exemple, vous citer quelques actes de commerce par nature que nous avons. Et au terme de l'article 3 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, donc vous avez une énumération. L'achat des biens, meubles ou immeubles en vue de leur revente. Vous avez les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit. Vous avez les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, les opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, les opérations des intermédiaires de commerce tels que les commissionnaires, les courtiers, les agents commerciaux, etc., les actes effectués par les sociétés commerciales. Ici, une fois que le commerçant ou bien la personne qui accomplit l'un quelconque de ces actes, une fois qu'elle accomplit ces actes, on estime que la personne accomplit les actes de commerce. Et donc, l'exercice répété d'un seul de ces actes confère la qualité de commerçant. La loi a défini les actes qui, une fois posés, nous permettent de rentrer dans le commerce. Maintenant, il faudrait que cet exercice soit répété et qu'il soit habituel et que la personne qui accomplit ces actes tire les moyens de sa subsistance. Voilà les conditions qui ont été définies pour avoir la qualité de commerçant. Alors, qu'en est-il maintenant du statut et des obligations du commerçant? Parce que le commerçant a un statut et il a également des obligations que la loi a définies et qui lui incombent dans l'exercice de sa profession commerciale ou bien de son activité commerciale. Il y a des règles qui ont pour objet de protéger un certain nombre de personnes dans la vie commerciale. Ce qui nous amène à parler de la question de la capacité et du pouvoir. Parce que pour exercer le commerce, il faudrait avoir la capacité. C'est comme en droit de manière générale. Tout sujet qui, par exemple, veut s'engager dans la vie contractuelle doit avoir la capacité pour signer un contrat. Par exemple, vous prenez les mineurs. Un mineur ne peut pas être commerçant. Un mineur ne peut pas signer un contrat. Donc, du coup, ici, on peut dire que le mineur est frappé d'incapacité pour exercer l'activité commerciale, du fait ou bien compte tenu de son âge. Mais le mineur émancipé peut être exempt de cette condition. Et au terme de l'article 6 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, nul ne peut accomplir des actes de commerce. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais cité les actes de commerce. Donc, nul ne peut accomplir les actes de commerce à titre de profession habituelle s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Revenons sur cette disposition de l'article 6. Nul, c'est-à-dire personne ne peut exercer le commerce s'il n'est juridiquement capable. Cela veut dire que il y a des limites. N'importe qui ne peut pas exercer le commerce. Et si on est frappé d'incapacité, comme c'est le cas du mineur, on ne peut pas exercer le commerce. Mais le mineur n'est pas le seul à être frappé de cette incapacité.
Vous avez également les personnes, bien qu'étant majeures, mais sont sous un régime d'incapacité. C'est par exemple les cas de personnes qui ont des difficultés mentales, par exemple, ou bien des personnes qui ont fait l'objet, qui sont, si vous voulez, dans ce régime de privation, ou bien qui ne jugent pas de leur capacité totale. Donc ces personnes-là sont des majeurs, mais qui sont exclus de cette jouissance de l'exercice de l'activité commerciale. Maintenant, vous avez également une autre catégorie des majeurs incapables. C'est par exemple ceux qui souffrent de démence aussi. En cas de démence, la personne ne peut pas exactement jouir de ce droit d'exercice de l'activité commerciale. À côté de ce régime d'incapacité, vous avez également un autre régime, celui d'incompatibilité. Il y a des professions, une fois que vous les exercez, vous ne pouvez pas être appelé commerçant. Cette fonction est incompatible avec la qualité de commerçant. C'est par exemple le cas des fonctionnaires d'État qui ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant. C'est pourquoi, quelque part, vous allez voir dans la procédure de création de votre entreprise, on vous fait signer une déclaration sur l'honneur, en tout cas une attestation que vous faites, comme quoi pour dire que vous n'êtes pas agent de l'État, avant qu'on vous inscrive au registre de commerce et du crédit mobilier. Donc, un fonctionnaire, au regard de son statut d'agent public, ne peut pas avoir la qualité de commerçant. Il y a également ce souci-là de protection contre une certaine spéculation. Le fonctionnaire, il est en charge d'un service public. Et le service public vise l'intérêt général. Donc, pour éviter un problème de spéculation, parce qu'il ne faut pas marchander le service public, il fallait enlever les fonctionnaires de cette qualité de commerçant pour que le fonctionnaire soit à l'aise pour exercer la fonction pour laquelle il a été recruté. Alors, de même, ne peuvent être commerçants ou bien ne peuvent avoir la qualité de commerçant les experts comptables agréés, les commissaires aux comptes, les conseils juridiques. L'introduction vise également les officiers ministériels. Les officiers ministériels, c'est le cas par exemple des avocats, des notaires, des huissiers, etc. Donc, toutes ces personnes, au nom de leur titre, au nom de leur profession libérale, elles ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant et elles ne peuvent pas accéder à l'activité commerciale. Ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice de l'activité commerciale. Vous avez également les professions organisées, toutes les professions organisées qui interdisent le commerce, telles que la profession de médecin, les architectes, etc. Donc, vous voyez, toutes ces professions-là sont exclues de la qualité commerciale. C'est-à-dire que quand vous les exercez, vous ne pouvez pas être appelé commerçant. Maintenant, vous avez également le cas des déchéances, des interdictions et des déchéances. Donc là, elles ont pour but d'éliminer la profession commerciale certaines personnes qui en sont indignes selon les textes à cause de leur moralité douteuse qui a été établie. Donc ces personnes-là sont dans une certaine mesure exclues. C'est peut-être à cause d'une certaine condamnation, par exemple des personnes qui ont été condamnées à des peines privatives de liberté pour des crimes et délits, etc. Donc ces personnes-là également sont exclues d'après les textes de la qualité de commerçant. Maintenant, qu'en est-il du cas de la femme mariée? Parce que vous pouvez avoir aussi des chemins dans lesquels le mari et la femme, tous les deux prétendent à la qualité de commerçant. Dans un couple, le foyer peut avoir une activité commerciale et le mari et la femme, les deux l'exercent. Mais qui est commerçant, qui ne l'est pas au sein du couple? Donc d'après les textes, quand dans un couple, dans un foyer, le mari et la femme exercent ensemble une activité commerciale, c'est l'un des époux qui a la qualité de commercial. À moins que la femme mariée
n'ait une activité commerciale indépendante de celle de son époux. Dans ce cas, elle a la qualité de commerçant. Mais si elle exerce la même activité, ils exploitent le même fonds avec l'époux, c'est l'un des époux qui a la qualité de commerçant, pas la femme. Et la femme, déjà par le mariage, elle est émancipée. Donc elle peut valablement accéder à l'activité commerciale. Pour terminer, les obligations qui incombent aux commerçants. Parce que le tout n'est pas d'accéder à l'activité commerciale, mais il faut également accomplir ses devoirs. Le commerçant, en tant que personne, a des obligations qui lui incombent. Et là, j'allais ouvrir une parenthèse pour préciser que parmi les commerçants, nous avons des commerçants personnes physiques et des commerçants personnes morales. C'est-à-dire des individus comme vous et moi peuvent avoir la qualité de commerçant et être immatriculés, etc. Mais à côté des personnes physiques, vous avez également des personnes morales qui peuvent aussi être appelées commerçantes, qui peuvent remplir les critères et les conditions pour accéder à l'activité commerciale, les sociétés, etc. Donc, c'est une parenthèse que j'ai ouverte à ce niveau. Donc, s'agissant maintenant des obligations qui incombent aux commerçants professionnels, là, vous avez l'obligation d'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dans les conditions de commerçant, ou bien vous remplissez les critères, là, vous avez l'obligation de vous faire immatriculer au niveau du registre de commerce et du crédit mobilier. On vous inscrit. Et là, on vous délivre votre attestation d'inscription. Là, c'est la première obligation. Et aujourd'hui, avec l'assouplissement des règles, il est très facile pour les personnes qui désirent avoir la qualité de commerçant et qui désirent accomplir cette obligation de pouvoir se faire immatriculer au niveau de la chambre de commerce ou bien au niveau du tribunal de commerce. Vous pouvez vous adresser. En tout cas, vous pouvez être inscrit sur le registre de commerce, avoir votre RCCM. Donc, vous avez également l'obligation de tenir comptabilité. Le commerçant est obligé de tenir une comptabilité. Cette comptabilité permet une certaine traçabilité de ses opérations financières. Par exemple, il y a la tenue du livre de commerce pour le commerçant. Ce livre-là est un journal qui permet d'inventorier, d'énumérer ce que le commerçant fait comme opération. Et une obligation fondamentale qui incombe au commerçant. Maintenant, vous avez aussi une dernière obligation qui est celle de loyauté, celle de loyale concurrence. Une fois que vous vous engagez dans la vie commerciale, vous devez exercer votre activité en toute loyauté. La loyauté dans l'exercice de son activité commerciale sous-entend quoi? Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le même nom commercial que notre commerçant, ou bien tricher sur le nom commercial parce que peut-être l'autre société avec ce nom commercial-là a une grande clientèle. Et donc, du coup, vous pouvez avoir la même clientèle ou bien vous approprier une partie de cette clientèle, vous utilisez le même nom ou bien vous modifiez pour avoir à peu près le même nom. Ou bien vous ne pouvez pas utiliser l'enseigne de notre commerçant. Donc, c'est autant de choses qui montrent une certaine ou bien un manque de loyauté dans l'exercice de l'activité commerciale. Donc, le commerçant a cette obligation de loyauté dans l'exercice de son activité. Donc voilà schématiquement ce que je peux vous dire sur le commerçant.